c'est un pays au bord de l'effondrement selon les mots de la diplomatie allemande. Un pays en danger de mort et de dislocation pour Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères. Ce pays, c'est le Liban, un État depuis longtemps délabré et qui doit faire face ces dernières semaines aux attaques dévastatrices d'Israël visant le Hezbollah. Alors, quelle est la situation sur place? Comment survivent les civils? Et le conflit peut-il encore dégénérer? On va parler de tout cela avec notre journaliste Alla Kodmani, récemment encore envoyé spécial au Liban. Et la première question que j'aimerais te poser, Alla, c'est sur ce que tu as vu lorsque tu étais sur place. Le Liban est-il un pays au bord de l'effondrement? En première apparence, on ne le voit pas justement. Quand on arrive à Beyrouth, on arrive à l'aéroport, tout a l'air normal. Sur la route de l'aéroport qui pourtant longe la banlieue sud, qui est la zone la plus dangereuse et la plus exposée au bombardement, à première vue, on ne voit pas l'effondrement. On ne voit pas tout de suite les destructions parce que les axes principaux les évitent. Mais bon, quand on dit un pays au bord de l'effondrement, c'est que cette guerre actuelle sur le Liban, commencée au fin septembre à peu près, entre Israël et le Hezbollah, qui est la grosse force au Liban, on y reviendra, vient s'ajouter en fait à une situation libanaise déjà complètement effondrée. Je me permets d'interrompre très rapidement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permettra de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Je vous encourage également à liker, à partager nos contenus s'ils vous plaisent. Et puis vous pouvez aussi dans l'espace commentaire nous glisser des idées de sujets ou de discussions que l'on pourrait aborder prochainement. Je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec nos discussions avec Alla Kodmani, journaliste au service international de Libération et récemment envoyé spécial au Liban. Le Liban n'a plus de président de la République depuis 2 ans. Il est géré par un gouvernement intérimaire qui expédie les affaires courantes mais qui n'a pas vraiment tous les pouvoirs. Il a connu une crise financière absolument inédite en 2019 qui a ruiné une grande partie de ses habitants, de toute la population, puisque les banques ont tout simplement bloqué les comptes des gens et en leur donnant simplement de quoi vivre. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est une guerre de plus, une guerre de trop, une guerre beaucoup plus importante que les précédentes. Et bon, on le sent pas tout de suite à l'arrivée, mais on en voit les marques partout, dans tous les détails de la vie. Et on voit que c'est un pays qui est du coup en crise, notamment politiquement, institutionnellement. Est-ce que ça se ressent très concrètement quand on se balade dans différentes grandes villes du Liban? Pas vraiment, parce que il y a des choses. Bon, le Liban est un pays de paradoxe. C'est toujours, même s'il n'y a pas d'État, il y a beaucoup d'initiatives privées. Il y a des choses qui fonctionnent quand même. C'est un pays, à force de ne pas être gouverné par des institutions, les gens ont appris un petit peu, la société, les pouvoirs économiques ont un peu appris à survivre, parce que c'est un pays bon. Les Libanais sont débrouillards, ils savent faire. Donc voilà, par exemple, je sais pas, on voit pas de route en très mauvais état. Est-ce qu'il y a on voit pas beaucoup de police dans la rue, même dans ces circonstances, par exemple. Ce qui est un peu étonnant parce qu'il y a une circulation absolument affreuse. Mais on n'a pas ni un sentiment d'insécurité aussitôt dans Beyrouth, ni un sentiment de gros chaos, quoi, comme on aurait pu le voir, je sais pas moi, à Bagdad, par exemple, où je suis passé quand ça allait très mal. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que là je le rappelais lors de cette introduction, mais c'est un pays qui est frappé très lourdement par l'armée israélienne ces dernières semaines. Là, le bilan humain très récent fait état d'au moins 21 personnes tuées hier dimanche 27 octobre, 5 autres personnes tuées ce lundi 28 octobre. Quand on voit ces bombardements, ces pertes humaines, est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout le pays ou est-ce que c'est plutôt certaines zones en particulier qui sont touchées plus spécifiquement? Bon, le bilan des pertes, notamment des civils qui ont été tués en 3 semaines, non, bientôt 1 mois de frappes israéliennes quotidiennes, et tourne autour de 1600 personnes, et je parle des civils, ce qui est assez important.
bon, je dois dire que j'ai eu la chance de passer entre les gouttes de ces frappes, et c'est vrai que ce sont des frappes, il y en a 3, 4, ça peut aller jusqu'à 10 par jour, sur des cibles très spécifiques. Spécifiques, on ne sait pas si elles sont justifiées ou pas, parce que là, on n'a que le retour de l'armée israélienne, Oui. qui dit nous avons frappé telle chose parce qu'il y avait des militants Hezbollah, ou parce qu'il y avait un dépôt d'armes ou des dépôts d'argent, etc. Ce sont des informations évidemment invérifiables de sources indépendantes. Mhm. Évidemment, côté libanais, le Hezbollah et les autres nient complètement et disent mais non, vraiment, c'était un immeuble civil, il y avait rien. Donc voilà, on est dans une situation où bon, on est complètement soumis au hasard, parce que même si parfois l'armée israélienne donne une alerte 15 minutes avant de frapper, en disant aux habitants de tel immeuble, évacuez dans les 15 minutes, on va frapper. Ça se passe comment, ça, par exemple? De quelle manière ils reçoivent cette Alors information, cet ordre d'évacuer? c'est surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y a maintenant le devenu fameux porte-parole arabophone de l'armée israélienne, qui appelle les habitants de tel quartier, et avec une carte à l'appui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un plan en disant voilà, cet immeuble dans telle rue, on le voit tout de suite sur un Google Maps ou sur etc. Donc les gens comprennent tout de suite. Des fois, ça a pris la forme de tracts envoyés, mais bon, c'est plus souvent ça, et les gens sont complètement... Et l'information court très vite, je veux dire, même celui qui n'est pas branché, il a tout de suite compris, il est alerté, il y a une alerte qui fait que, finalement, le bilan est moindre que ce qu'on peut craindre, parce que quand les gens réussissent à évacuer, s'ils réussissent, parce qu'ils réussissent pas toujours, tout le monde ne réussit pas à sortir, et surtout à trouver refuge suffisamment loin pour être protégé. Pardon. Il y a une question de Fabien Varin dans le chat. Alors, du coup, avec les questions du chat, on va sûrement faire un peu des allers-retours aussi avec différents sujets. Mais c'est vrai que comme on a déjà mentionné dès le début que le Liban était un pays qui, depuis de nombreuses années déjà, était très fortement secoué, en tout cas assez instable. Il y a une question de Fabien Varin qui veut déjà revenir sur un événement qui a été un basculement quand même, c'est l'explosion du port de Beyrouth, qui demande justement quelle a été la suite de l'énorme explosion dans le port de Beyrouth en termes de reconstruction et d'aide internationale notamment. Oui. Bon, c'était en août 2020 pour rappel. Je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai que l'explosion du port de Beyrouth, donc le 4 août 2020, a été un choc énorme qui est venu s'ajouter ces dernières années aux différentes crises libanaises. Bon, on sait que c'était plusieurs centaines de tonnes, je sais plus les chiffres, qui ont explosé de nitrate d'ammonium qui étaient stockés dans le port de Beyrouth, et le port de Beyrouth qui est vraiment au centre de la ville, hein, c'est pas excentré, c'est vraiment, on est dans Beyrouth, qui a explosé, ça a fait plus de 200 morts, et entraîné des dégâts terribles, des immeubles entiers détruits, etc. Ce qui s'est passé, bon, j'étais allé moi en 2020, enfin tout de suite 24 heures, 48 heures après l'explosion, et j'y étais retourné une année après pour faire une enquête, une contre-enquête un peu de où on en est. Bon, il y a eu une réponse sur le plan de l'aide humanitaire, de l'aide qui a été assez rapide. On se souvient que le président Macron était allé sur place aussitôt pour témoigner de sa solidarité avec les Libanais, que plein de choses ont été mises en branle pour apporter de l'aide humanitaire, pour protéger les gens, etc. Là où c'est très problématique, où ça a été très très problématique, et ça reste complètement bloqué, c'est que l'enquête pour déterminer les causes, les conséquences et les responsabilités de cette explosion n'a jamais pu aboutir que... Donc l'enquête de la justice libanaise. Voilà, l'enquête de la justice libanaise, justement, en raison des pressions politiques énormes et des blocages vraiment avérés et déclarés, etc., de toute l'enquête. 3 juges ont été dessaisis du dossier parce qu'ils étaient vraiment trop sérieux, ils voulaient chercher les choses, faire l'enquête comme il faut, et interroger surtout
des responsables politiques, des ministres et des gens de la sécurité qui sont les premiers responsables, qui doivent rendre des comptes ou qui doivent au moins expliquer ce qui s'est passé. Or, comme de toute évidence, le Hezbollah et d'autres responsables libanais, enfin je dis responsables, ce sont des irresponsables, hein, je préfère dire dirigeants libanais, ont été, sont impliqués d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par négligence, dans cette explosion, tout a été fait pour entraver la justice et l'enquête est au point mort. Tu mentionnes justement le Hezbollah. Quel pouvoir a le Hezbollah en fait au Liban? Colossal. Colossal depuis plus de 20 ans. Alors, avant on disait le Hezbollah est un État dans l'État, maintenant on dit que le Hezbollah est un État dans un non-État, parce que l'État libanais est complètement délabré. Donc c'est vraiment, c'est à la fois une milice armée qui pèse plus lourd, qui est mieux armée et avec pratiquement le même nombre d'hommes ou plus que l'armée libanaise elle-même. C'est un pouvoir politique colossal parce que ils sont représentés, le Hezbollah et ses alliés représentent un tiers du Parlement libanais, un tiers dans le gouvernement, représenté dans le gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'au Liban, bon, tout est vraiment réparti par... c'est un système communautaire, donc c'est des sièges bien clairs, où il faut avoir un certain nombre de ministres dans le gouvernement, de représentant toutes les tendances. Eux représentent un tiers. Ça, donc, un pouvoir de blocage des institutions, et c'est notamment à cause du Hezbollah que il n'y a pas possibilité d'élire un président de la République, parce qu'il y aura, en l'absence de ces députés, il n'y a pas de quorum au Parlement qui, lui, élit le président de la République. Donc, un potentiel de blocage des institutions libanaises colossal, une force sécuritaire très forte aussi, et aussi tout un maillage de la société de côté, parce qu'il fournit aussi des services de la santé, de l'éducation, des finances, comme on l'a vu là récemment quand les institutions financières du Hezbollah ont été ciblées. Donc non, c'est vraiment un État dans non-État. C'est une organisation qui est aussi soutenue par une partie de la population. Alors, bien sûr, le Hezbollah, qui est représenté, la population chiite, qui représente plus ou moins un tiers de la population libanaise, c'est une population très pauvre globalement, en très grande majorité, et qui vit donc dans les quartiers pauvres que représente cette énorme banlieue sud de Beyrouth, qui regroupe à peu près 500 000 personnes. Et donc, c'est cette population chiite assez démunie a trouvé dans le Hezbollah à la fois un protecteur. Bon, il y a évidemment un aspect idéologique de croire dans cette force de ce mouvement islamiste chiite qui veut avoir ce pouvoir, qui détient un grand pouvoir, et en même temps ils apportent une aide à cette population qui, je dis, sociale, éducation, santé. Toi, tu as rencontré des Libanais justement qui disent moi le Hezbollah il nous aide. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il y a déjà des gens qui adhèrent à la fois politiquement, idéologiquement, religieusement au Hezbollah. Ils représentent quand même une grosse partie de cette population libanaise, mais aussi des gens qui, pour des raisons simplement de survie ou de vie quotidienne, etc., considèrent le Hezbollah comme leur protecteur en quelque sorte. Et c'est sûr que c'est une influence vraiment très très importante. Quelle est la politique du Hezbollah par rapport à l'État d'Israël? C'est ce que j'allais ajouter. C'est l'élément très important. Le Hezbollah, qui a été créé en 1982, au lendemain d'une invasion israélienne du Liban, mais ça, elle visait les Palestiniens à l'époque qui étaient basés au Liban, est une émanation, est une création de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire, la révolution islamique en Iran, c'est 79. L'Iran qui veut avoir une projection régionale à travers cette nouvelle
ligne à la fois idéologique, politique et sécuritaire, qui veut vraiment conquérir la région. C'était une ambition de la République islamique de vraiment conquérir la région. Et le Hezbollah, du fait de la présence d'une communauté chiite très importante au Liban et de militants convaincus de la cause, enfin de la cause entre guillemets de la République islamique, là, c'est vraiment un prolongement un petit peu du pouvoir iranien qui au Liban. D'accord. Et c'est à ce titre justement que ça fausse complètement l'équation libanaise, parce que l'agenda du Hezbollah est un peu dicté, et même il est partenaire avec l'Iran, parce que c'est une vraie conviction. C'est pas juste on lui dicte ce qu'il faut faire. C'est une concertation. Est complètement dans une logique qui donne primauté un petit peu au combat de la République islamique, en l'occurrence notamment dans la confrontation avec Israël, que priorité à l'intérêt du Liban et aux intérêts nationaux libanais. Est-ce qu'on sait quel est l'objectif là, du Hezbollah actuellement dans le conflit par rapport à Israël? C'est quoi leur objectif affiché? En fait, ce que le jeu qui s'est produit, c'est que depuis le 7 octobre 2023, donc au lendemain du massacre commis par le Hamas en Israël, à la frontière de Gaza, le Hezbollah, au nom de la solidarité avec les Palestiniens et de l'unité des fronts, comme ils les appellent, ont entamé une sorte de guerre d'usure à la frontière israélo-libanaise, qui a été enflammée depuis des années, bien avant le Hezbollah, depuis des décennies. Mais ils ont entamé cette sorte de petite guerre, on va dire, où ils envoyaient régulièrement des roquettes, des missiles vers le nord d'Israël, qui provoquaient évidemment des dégâts, et surtout qui a provoqué le départ d'une grande partie de la population de ces zones frontalières. Et donc, mais c'était bon. Et les Israéliens répliquaient pareil en visant les positions de Hezbollah au sud Liban, etc. Et donc, ça a duré pendant plus d'1 an. On était à ça, hein. C'était la petite guerre au nom de la solidarité avec Gaza. Ça faisait pas beaucoup de dégâts, ni de victimes. Au Liban, si, on a eu quelques-unes quand les Israéliens attaquaient. Mais bon, c'était une guerre de très faible intensité. Et il y avait un côté tout à fait symbolique, et c'était sous l'ordre de l'Iran, évidemment, qui disait, bon, on va leur montrer qu'il y a, au-delà du Hamas et au-delà de Gaza, il y a quand même d'autres qui veulent s'attaquer à Israël. Ou solidarité avec ça. Donc, voilà comment ça... Maintenant, là où les choses se sont vraiment aggravées, qui a vraiment provoqué l'embrasement actuel, c'est une vraie opération israélienne qui a commencé par, si vous vous souvenez, c'était le 23 septembre, je crois, l'opération des pagers, c'est-à-dire les beepers, des beepers et des talkie-walkie, ah oui, qui étaient en possession des militants du Hezbollah, des militants et des combattants. Il y en avait plusieurs milliers. Et bon, c'est une opération de renseignement absolument phénoménale, puisque les Israéliens avaient réussi en fait à infiltrer au-delà du Hezbollah et au-delà de l'Iran, et par le biais de l'Iran aussi, la façon d'acheter ces beepers, et de les piéger. Et donc, au même instant, des milliers de ces beepers ont explosé entre les mains des combattants. Bon, ça a été déjà une claque monumentale, plein de blessés, plein de catastrophes générales parmi les membres du Hezbollah. Et quelques jours après, alors là, ça a été le gros coup, c'est l'opération de l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui est, bon,
une figure tutélaire qui est là depuis 20 ans, qui a un charisme, qui est respecté, adulé par ses troupes, qui se trouvait en réunion dans un je ne sais quel combientième sous-sol, et une opération israélienne, alors là, assez énorme, qui a réussi à tuer donc Hassan Nasrallah. Donc, bon, le Hezbollah s'est retrouvé prendre des coups énormes et du coup s'est mis à répliquer de façon beaucoup plus forte, ce qui restait, enfin, même s'il a été très déstabilisé, parce qu'il y a eu d'autres dirigeants petit à petit qui ont été assassinés, donc il y a eu une grosse déstabilisation du mouvement, mais pour montrer qu'ils étaient quand même capables de se battre, bon, ils ont... bon, dans le même temps, il faut ajouter qu'Israël s'est mis à bombarder assez copieusement tout le sud Liban, qui est soumis à l'autorité du Hezbollah, et ce que ça fait fuir des dizaines, des centaines de milliers de gens de cette région. Comment a été vécue justement cette opération des beepers et des talkie-walkie? Parce que certains, et même ici, quand on en parle, certains parlent d'attaques ciblées, c'est plutôt le narratif d'Israël, d'autres parlent d'actes terroristes aussi. Comment ça a été vécu par les Libanais que tu as pu rencontrer? Quelle trace ça a pu laisser cet Alors événement? bon, là, en l'occurrence, on peut certainement pas parler des Libanais comme un tout. Oui. Ils sont très très divisés. Bon, d'abord, évidemment, il y a le côté spectaculaire, complètement choquant, étonnant, inédit de cette opération, qui a été ressenti évidemment comme une catastrophe énorme par le Hezbollah et ses partisans et ses premières victimes, parce que c'était quand même, oui. Alors, c'est pas nécessairement des combattants, ça pouvait être n'importe qui travaillait dans la bureaucratie du Hezbollah. On a vu des gens qui étaient en train de faire leurs courses au supermarché se faire éclater. Ça a blessé aussi ou tué même, je crois, une petite fille, enfin des gens de la famille, parce que Beeper, ils les gardaient chez eux. En remplacement du téléphone portable qui était jugé trop facile à infiltrer. Enfin bon. Donc bon, le choc était de toute façon colossal. Et vraiment, c'était la dévastation parmi les troupes du Hezbollah, moralement, physiquement. Maintenant, l'autre Liban, celui qui est anti-Hezbollah, qui depuis des années vraiment ne souffre justement de tout le blocage du Hezbollah, de toute la pression qu'ils exercent, que ce soit dans le pays, sur les institutions, y compris dans son combat contre Israël. Il y a eu comme... Bon, évidemment, ils étaient épatés par la méthode, mais aussi, là, le Hezbollah a pris un gros coup et ils en étaient absolument ravis. Ok. Ah oui, il y avait une partie des Libanais qui étaient ravis de l'opération israélienne. Complètement. D'accord. Une bonne partie. Ah ouais. Parce qu'il y a aussi finalement des civils qui n'avaient rien à voir avec le Hezbollah qui ont pu être touchés par cette opération. Oui, il y en a eu. Mais il reste que les milliers de beepers, ils étaient remis à des membres. Alors, je dis pas nécessairement des combattants, pas nécessairement des militants importants. Ça pouvait être des pauvres gens qui ont travaillé dans les bureaux de Hezbollah ou qui étaient dans le quartier ou quoi. Donc bien sûr ça a touché beaucoup, mais ça visait vraiment les forces vives du Hezbollah et le milieu du Hezbollah. Est-ce qu'on peut tenter d'anticiper, de savoir un peu quels pourraient être les futurs objectifs du Hezbollah? Est-ce qu'on peut essayer de deviner à ce qu'on pourrait s'attendre en termes d'escalade du conflit ou de désescalade après ce genre d'opération, après les réponses aussi du Hezbollah? Est-ce qu'on arrive à lire un petit peu la suite potentielle de ce conflit? Je crois que les coups qu'a pris le Hezbollah, comme je viens de les décrire, et là qu'il continue de prendre, avec depuis un mois quand même des frappes assez énormes. Toute sa région, la banlieue sud, a été dépeuplée. Il mène maintenant un combat existentiel, parce que avec un mouvement décapité quand même si il y a
d'autres dirigeants, même s'il y a d'autres chefs militaires, etc. Cela dit, il mène une guerre existentielle, mais à laquelle il s'était préparé quelque part depuis plusieurs années. C'est-à-dire avec des stocks d'armes un peu partout, c'est-à-dire avec des combattants très entraînés et assez efficaces. Et bon, maintenant, cette guerre existentielle, il va montrer à Israël que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas le cas comme à Gaza, où on a essentiellement une population civile, des armées, que pour tuer un membre du Hamas, il faut tuer 25 civils. Et encore une fois, là, on peut pas savoir, c'est vraiment les Israéliens qui donnent toutes les informations, donc il est difficile à de vérifier. Mais bon, donc côté Hezbollah, ça y est, on est dans cette guerre préparée depuis des dizaines d'années, avec des combattants entraînés, avec un matériel stocké, et un matériel, des armes quand même assez importantes, qui ont réussi, comme on voit, à cibler les principales villes israéliennes. Ça va s'étaler jusqu'à Tel Aviv. Ils réussissent. Dans le même temps, au sud Liban, à la frontière, sur le terrain, les Israéliens qui voulaient tentent de faire des incursions terrestres, ils payent assez cher. Il y a plusieurs soldats, presque tous les jours. Il y a des soldats israéliens qui tentent de faire des incursions au Liban, qui sont tués dans les combats avec le Hezbollah. Le Hezbollah parvient réellement à rivaliser avec l'armée israélienne? Non, rivaliser, c'est hors de question. Là, on est dans un combat tout à fait asymétrique. Le Hezbollah n'a ni les moyens, ni les capacités. Non. On est sur du 1 contre 100, là. Il n'y a pas d'aviation, il a même pas de système anti-aérien pour surveiller. Non, il n'y a pas. Mais ils peuvent faire mal. Pas on est dans une disproportion totale. Mais c'est une guérilla. J'en profite pour répondre à Sach Camille dans le chat qui nous demande qui es-tu, et donc tu as dû rater le début de l'émission. Donc Ala Kodmani est journaliste au service international de Libération et était encore il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours du coup encore envoyé spécial au Liban pour rapporter justement tout un tas d'informations sur la situation actuellement sur place. Et ça me permet aussi de te poser justement une question sur le travail, sur ton travail en tant que journaliste quand on est envoyé spécial au Liban. Comment est-ce qu'on parvient justement à récolter l'information, parce qu'on sait que, notamment dans la bande de Gaza, l'accès est impossible pour les journalistes internationaux. Est-ce qu'au Liban, c'est plus simple justement de collecter l'information et du coup après d'informer à travers le monde sur la situation sur place? Bon, alors je vais en profiter d'abord pour un peu me présenter, parce que mon travail au Liban, je suis vraiment privilégié parce que c'est un pays où j'ai habité, j'ai fait mes années de collège là-bas, où je suis allé très régulièrement, où j'ai des amis, des contacts, de la famille. Bon, donc c'était beaucoup plus facile pour moi comme terrain qu'ailleurs. C'est un terrain, je veux dire, bon, déjà très familier. Ce qu'il faut dire aussi, et je suis pas la seule, c'est que la possibilité d'aller facilement au Liban. Là, pour les journalistes, on voit toutes les rédactions ont pu envoyer des équipes de télé, de radio, et en nombre et en relais, etc. C'était un peu une revanche de la frustration de ne pas pouvoir avoir accès à Gaza depuis plus d'1 an. Et là, bon, c'est ouf, on a enfin un terrain qu'on peut couvrir, quoi. Cette guerre, c'est parce que c'est terrible, la frustration qu'on a de ne pas avoir pu couvrir Gaza, de ne pas avoir la moindre possibilité d'y aller, d'y entrer, etc. Donc bon, alors, je voulais, compte tenu de mes facilités, sachant que je suis originaire de la région, que je parle couramment la langue, que je connais très bien depuis des années la géographie politique, l'actualité, la société, etc. Donc bon, j'ai tout de suite des repères. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un d'autre qui débarque. Moi, j'ai pas besoin de fixeur, j'ai pas besoin de traducteur, j'ai pas besoin de... Des fixeurs, alors pour expliquer aux gens du chat, c'est des gens qui sur place permettent de mettre en relation notamment les journalistes avec les gens qu'on veut interviewer, par exemple. Voilà, c'est ça. Pour les journalistes qui justement ne connaissent pas le terrain, ni la langue, ils se font aider par des Libanais
des Libanaises ou des Libanais, quelqu'un qui les accompagne, qui leur trouve les gens avec qui parler, qui facilite éventuellement les tournages, les déplacements, tout ça. Donc bon, moi j'ai pas besoin de tout ça. J'ai déjà tous mes contacts, je sais à peu près où je veux aller, mais forcément le terrain s'impose, c'est-à-dire que comme je disais, je peux pas aller dans la banlieue sud, c'est devenu inaccessible. Je suis pas Parce allé. que c'est le territoire Ça, c'est le principalement frappé par l'armée israélienne. frappé et c'est le territoire vidé de ses habitants. D'accord. Bon, j'espère qu'on pourra parler de déplacés qui sont la plus grande plaie maintenant pour le Liban. Et donc bon, maintenant il y a bien sûr beaucoup de précautions à prendre. Il faut savoir quel risque on veut prendre. Moi, je ne suis pas allé. Enfin, il n'y a pas de ligne de front proprement dite, puisque le sud Liban, du côté à la frontière, est aussi inaccessible. Alors bon, il y a des journalistes qui sont allés. Je ne suis pas allé dans le sud. J'ai préféré aller dans un autre fief du Hezbollah. Je raconterai. Mais bon, on peut aller voir des zones un peu plus frappées, disons dans le sud du pays, à partir de la ville de Saïda, de Tyr, ces derniers jours notamment. Donc bon, il faut avoir le chauffeur et la voiture qu'il faut, s'assurer qu'on a les autorisations pour circuler, il y a un papier du ministère de l'Information, une sorte d'accréditation, d'autorisation qui vérifie tout. Quand on va dans certaines zones Hezbollah, il faut aussi une autorisation du service de presse de Hezbollah. Bon, ça c'est le genre de paperasse, j'allais dire, mais bon, nécessaire. Alors maintenant, quand on va dans des zones exposées aussi, risquées, on va dire, il faut avoir un gilet pare-balles, les casques, ça c'est obligatoire. Mais bon, pas quand on est à Beyrouth, dans la ville, a priori, on est à peu près à l'abri. Il y a une question dans le chat qui demande un petit mot sur les journalistes libanais tués par Israël du Liban et sur la finule. Alors, c'est deux sujets. Deux sujets différents. Bon, tout ça concerne évidemment le Sud-Liban qui est complètement embrasé, cette région du Sud-Liban. Je dirais deux mots d'abord des journalistes qui ont été tués il y a 3-4 jours. Dans une zone, dans un lieu, une sorte de comment on appelle ça, zone hôtelière, où beaucoup de journalistes, c'était un lieu de journalistes, que tous les correspondants, y compris de la presse internationale, qui voulaient passer au Sud-Liban, allaient dans ce lieu. Et il y avait entre autres les journalistes des médias du Hezbollah, qui sont quand même journalistes, même si ce sont des médias du Hezbollah, ce sont des journalistes, et tout le lieu est un lieu de journalistes. De toute évidence, ils ont été ciblés par une frappe israélienne qui a tué donc 3 journalistes des deux différentes télés pro-Hezbollah ou du Hezbollah. Ce qui a provoqué évidemment une panique un petit peu chez tous les restes des journalistes qui allaient régulièrement. Parce qu'il faut savoir que, contrairement aux médias occidentaux qui évidemment tentent de protéger plus leurs journalistes, les chaînes d'information arabes ou libanaises, ils ont des correspondants, quelle que soit leur tendance, pas Hezbollah, même anti-Hezbollah, ils ont des correspondants dans les différentes zones en guerre, très frappées, et on les voit régulièrement faire des directs donc à partir de telle zone du Hezbollah, du Sud-Liban. Et sur la finule, donc alors là tu peux rappeler. La finule, c'est une autre grosse histoire. La finule, c'est une force donc des Nations Unies qui est en poste au Sud-Liban depuis 1980, il me semble. Et ça fait suite à l'invasion israélienne du Sud-Liban en 1978. J'insiste sur la date qui est pré-Hezbollah et pré-République islamique d'Iran. Donc il y avait cette invasion israélienne d'une partie du Sud-Liban. Et à ce moment-là, l'ONU votait pour l'envoi sur place de cette force intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban
pour observer la frontière et éviter l'escalade. C'était un de mes premiers reportages que j'ai fait, c'était auprès du Hezbollah, de la FINUL au sud Liban. C'était un moment où c'était calme. Mais bon, ce sont plusieurs milliers de, je ne sais plus exactement le chiffre, de casques bleus, comme on les appelle, détachés par des pays. Enfin, la France est représentée, l'Italie beaucoup, plusieurs autres pays européens ont des soldats de la FINUL qui sont installés pile à la frontière, à un poste frontière au bord de la mer, mais qui malheureusement ne sont pas très armés et ne peuvent absolument pas réagir militairement. Ils sont là essentiellement comme observateurs et un peu comme empêcheurs de... voilà. Oui, l'idée c'est d'éviter qu'il y ait des bombardements pour dire aussi on est là. Donc, on est là, donc bon, ce sont des témoins assez... inconfortable, notamment pour les Israéliens, parce que, on l'a vu récemment, les Israéliens ont essayé de demander le retrait de la FINUL, ils se sont même attaqués au territoire FINUL. Bon, c'est une force indispensable, et on a vu quand même une réaction assez forte, contrairement au reste d'ailleurs, des réactions, une réaction diplomatique, politique très forte, notamment des pays qui participent, qui ont envoyé des forces dans la FINUL pour dire stop là, attention à la FINUL. Et c'était assez rigoureux, dont la France aussi. Une question dans le chat qui dit: le cœur du Liban saigne. Est-ce que s'installe une forme de fatalité au sein des Libanais? Est-ce que tu l'as vu comme ça, toi, en tout cas, parmi les Libanais que tu as pu rencontrer? Non. Je dirais pas de fatalité, mais d'une énorme angoisse, d'une terrible angoisse, mais de tous les côtés. Qu'on soit pro-Hezbollah, anti-Hezbollah, habitants d'ici, habitants de là, de zones touchées, zones pas touchées, l'angoisse est partout. Les gens sont là, d'abord complètement scotchés à leur télé, aux chaînes info, tout le temps. Et, mais jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à quand ça va durer? Pour quel résultat? À quoi on peut s'attendre? C'est une angoisse dans laquelle vivent tous les Libanais. L'autre élément d'angoisse, et c'est très important d'en parler, depuis en un mois, même en 2 semaines, cette guerre, ces frappes israéliennes ont vidé des régions entières et des quartiers entiers. Plus d'1 million, on parle entre 1 million et 1,3 million personnes ont été déplacées, ont dû quitter chez eux et aller vers les zones plus au nord, donc les autres, tout le Liban maintenant, tout le reste du Liban, on va dire, est envahi par cette population. Ça représente presque 1/4 de la population libanaise quand même, qui est souvent démunie, qui est partie avec pas grand-chose que les habits qu'ils ont sur eux, et qui sont maintenant accueillis soit dans des écoles, en grande partie dans des écoles publiques, qui du coup ne peuvent pas ouvrir pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire a été reportée 2 fois déjà parce que les écoles sont occupées. Ils sont partout. Au début, quand ils sont partis, il y en a qui se sont installés sur des plages, sur des places publiques, bon, petit à petit, avec un effort et gouvernemental et des ONG et internationales et de la société civile libanaise, on n'a plus beaucoup de gens dans la rue, enfin complètement exposés, mais ils sont partout. Il y a beaucoup. Alors ceux qui ont pu avaient de la famille ou des amis qui ont pu les accueillir chez eux, mais ça pose en même temps un autre problème parce que ils sont regardés avec méfiance par une grande partie de la population. Ça crée justement aussi des tensions entre Libanais, ces déplacements aussi importants. Ça crée des tensions énormes entre Libanais parce que ils se disent si jamais parmi ces gens-là il y avait un chef du Hezbollah ou un responsable qui serait éventuellement visé par une frappe, et si jamais il voulait déstabiliser, enfin bon. Bien sûr, il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens qui sont complètement, en très grande majorité, qui sont complètement des vrais réfugiés, quoi, des vrais déplacés qui sont des victimes. Mais la méfiance est là,
Et on a vu même, par exemple, il y a des immeubles vides de Beyrouth. J'en ai vu un là quand j'étais juste à côté de là où je logeais. Il y avait un immeuble entier complètement désaffecté, vide, etc., qui était évidemment squatté par les déplacés. Et tout d'un coup, les propriétaires de l'immeuble, qui n'en faisaient rien d'ailleurs, ah non, non, on veut le récupérer, on veut le vider. Et puis il y a eu toute une opération menée par la police pour vider cet immeuble. Mais bon, donc ça pose 1000 problèmes et ça va en poser de plus en plus. Est-ce qu'ils ont quand même, après tu disais voilà que c'est évidemment pas un tout le peuple libanais, mais est-ce qu'il y a quand même un espoir de paix au sein de la population? Ça me permet de rebondir sur une réflexion dans le chat de tout à l'heure qui disait avec des intégristes aussi puissants dans tous les camps, difficile d'imaginer un chemin vers la paix. C'est certain. C'est certain que, bon, le chemin est long, tortueux et douloureux. Le Hezbollah n'a pas dit son dernier mot. Il est considérablement affaibli, notamment politiquement. Militairement, bien sûr. Bon. Mais politiquement et humainement et socialement, il est très affaibli. Mais il garde une force combattante assez importante et il n'a pas encore, il se sent pas suffisamment, je dirais, il est touché mais pas coulé, quoi. Il n'a pas encore dit bon bah voilà, j'ai perdu la bataille et je me rends à l'évidence. Il bloque toujours l'élection d'un président, par exemple. Ils refusent, ils veulent avoir leur mot à dire sur un candidat éventuel. Donc bon, on est encore dans une phase difficile. On a dans le camp anti-Hezbollah qui est très anti-Hezbollah, qui est vraiment, on trouve des extrémistes, oui, de droite très très dure. Qui veulent en découdre, qui disent qu'il faut, voilà, il faut y aller, qui sont très contents que les Israéliens achèvent le Hezbollah, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que... On arrive à estimer la part de population. Il y avait quelqu'un qui pose cette question-là quand on disait tout à l'heure qu'une bonne partie de la population s'était montrée satisfaite de l'élimination du chef du Hezbollah. Ouais. Est-ce qu'on sait estimer une part de la population qui aurait été satisfaite? Moitié. D'accord, ok. C'est une bonne moitié. D'accord. Une bonne moitié. C'est oui. Parce que, bon, le Hezbollah a quand même complètement bloqué le pays et a rendu les choses de plus en plus compliquées pour les Libanais. Ouais. Et il y a d'ailleurs une autre question aussi là-dessus. Pourquoi est-ce que le gouvernement libanais permet la présence du Hezbollah sur le territoire? J'ai beau chercher, je ne trouve rien sur l'arrestation des groupes armés par les forces gouvernementales. Oui, ben justement, ça tient à la faiblesse de l'État libanais. Ouais, c'est surtout au début du... Oui. L'affaiblissement, enfin, c'est pas très récent, hein. Maintenant, on est dans un état de déconfiture totale, mais même quand il y avait un président, même quand il y avait un gouvernement de plein pouvoir, le Hezbollah s'est imposé comme une milice avec des hommes en armes, notamment, il faut quand même dire pourquoi, c'est que en 2000, ce sont les forces du Hezbollah, la milice du Hezbollah, qui a, à force d'attaquer les forces israéliennes qui étaient encore occupées, hein, le Sud-Liban, ont réussi à ce qu'on appelle libérer le Sud-Liban. Les Israéliens se sont retirés, ont obligé les Israéliens à se retirer. Donc, ça a été le grand moment, à partir des années 2000, de le Hezbollah triomphant, on a réussi ce que l'armée libanaise n'a jamais réussi à faire. L'armée libanaise qui a toujours été une petite armée, faible, qui, des séquelles de la guerre civile, est assez divisée, a été divisée, elle a été reconstituée après la guerre civile. Ils combattent ensemble ou pas aujourd'hui contre l'armée israélienne ou pas du tout? Non. Mais ils se sont trouvés quand même victimes. Alors, cette armée libanaise, cela dit, porte un petit peu tous les espoirs. En cas avec l'affaiblissement du Hezbollah et en cas de démantèlement de ses forces, le Hezbollah a refusé au moment où, parce qu'il y avait plusieurs milices libanaises héritées de la guerre civile, qui ont remis leurs armes en disant que la seule force armée au Liban devrait être l'armée nationale libanaise, le Hezbollah a refusé. Et c'est là qui est à l'origine vraiment de la grande fracture libanaise en ce qui concerne le Hezbollah et la confrontation avec Israël.
Quelqu'un dans le chat nous dit l'armée américaine contrôle les restrictions de l'armée libanaise. L'armée libanaise ne peut rien faire sans l'aval des Américains. Oui. Alors bon, le Hezbollah a bon dos. Est-ce que c'est vrai ça du coup Oui, dans la mesure où l'armée libanaise est compte tenu de l'indigence de l'État libanais, l'armée libanaise reste la force d'espoir de tous les Libanais d'ailleurs, hein, de Libanais et de la communauté internationale. On l'a vu par exemple à la conférence de Paris la semaine dernière pour l'aide au Liban, que une partie de l'aide, je crois que c'est autour de 200 000 euros ou dollars, peu importe, ont été alloués à l'armée libanaise. L'armée libanaise est tenue à bout de bras par la communauté internationale parce que ça reste l'espoir de pouvoir maintenir le Liban en équilibre. Elle a la confiance de la population, de l'ensemble de la population, et elle est appelée surtout à jouer un rôle de militaire beaucoup plus important si jamais on arrive à appliquer un cessez-le-feu sur la base de la résolution de l'ONU qui prévoit que seule l'armée libanaise doit être présente au sud Liban et garantir la sécurité de la région. Paco Meux dans le chat nous demande un mot sur la corruption. Est-ce qu'il y a une importante corruption au Liban? Il n'y a que ça. Ah, il y a de la corruption, oui. De la corruption historique, endémique, multiforme, inédite, incroyable. À tous les étages, tous les dirigeants libanais une grande partie des dirigeants libanais ont cumulé des milliards parce qu'ils font des affaires à côté de leurs fonctions, parce qu'ils empochent des commissions, parce c'est à la base des businessmen qui sont devenus ministres ou responsables de peu importe. La corruption est partout au Liban. Elle a toujours été. Et bien sûr, c'est une des raisons essentielles de l'écroulement de l'État. Parce que, chacun songe à ses propres intérêts. Par exemple, un souci sur la corruption. Bon, évidemment, je parle même pas de la crise bancaire, hein, qui a fait que, à cause de la corruption de tous les responsables libanais ensemble, hein, tacite, là, tout le monde était impliqué. Il y a eu un krach bancaire qui a fait que, voilà, tous les Libanais ont été privés de leurs avoirs. C'est le souci, notamment dans la corruption, c'est le détournement de l'aide, par exemple. Et là, il y a vraiment l'aide internationale. Ils font vraiment très très attention à ce que ça aille vraiment aux bénéficiaires, que ça aille à l'aide humanitaire, que ça aille aux destinataires, et qu'il n'y ait pas de détournement de l'aide. Il y en a toujours, mais dans une certaine mesure, quand les pays du Golfe donnent directement au ministère de la Santé libanais tant de millions, tant de centaines de millions. Bon, là, toutes les craintes sont permises. Une question de Tass Arnael qui demande: est-ce qu'on peut évoquer le melting pot religieux et culturel qui font aussi la complexité de l'armée ou de la vie politique, sans compter la corruption qu'on vient d'évoquer, et qui empêchent leur bon fonctionnement et développement? Alors j'ai envie de retourner la question un peu pour souligner quand même le visage positif du Liban. Ouais. C'est un aspect positif. Le fait que au Liban, une vingtaine de communautés, mais sont représentées, communautés religieuses. C'est un système communautaire affreux, hein, parce que c'est par répartition, etc. Mais c'est un des rares pays où cohabitent, pas dans les bonnes conditions toujours, une mosaïque qui fait une mosaïque culturelle, religieuse, architecturale. Et ça, je vais vous donner un exemple récent de mon dernier reportage. Je suis allé dans la région de la Bekaa, à Baalbek, cité célèbre pour son site romain extraordinaire. Et là, c'est une ville morte tellement, elle est soumise à des frappes régulières.
etc. Et puis, on me dit, oui, on parle des déplacés. Il me dit, mais oui, mais d'ailleurs, il y a plusieurs centaines de déplacés qui se trouvent au couvent maronite. Bon, ce sont des déplacés, donc, chiites, qui sont... Et puis, on a tout d'un coup une école française en plein Baalbek. Et ce couvent qui accueille des réfugiés, là, au nom de la charité chrétienne, quoi. C'est clair. Et on voit ça partout. Pareil dans la Bekaa, encore une fois. La ville principale, le chef-lieu de la Bekaa s'appelle Zahle, une autre ville qui est importante et qui est essentiellement chrétienne. Eh bien, cette ville-là accueille des dizaines de milliers de déplacés de tous les environs qui sont frappés par là. Donc, bon, cette mosaïque libanaise, elle est à la fois la grande plaie du Liban, mais aussi sa grande chance et son côté attachant. Ça nous permet finalement de terminer cette discussion avec une note un peu plus positive. Merci beaucoup, Ala, d'avoir été avec nous. Merci à vous.